On commence cette table ronde. Olivier Froger, Anne-Claire Gosselin, Stéphanie Damas et Marc Renard, pour qu'on évoque évidemment cette question de la réinsertion par l'emploi, à la fois dans ses aspects actuels et puis en même temps dans les difficultés que vous pouvez rencontrer les uns les autres à trouver des solutions concrètes et pratiques. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être repréciser un peu le cadre de GEPSA justement par rapport à l'administration pénitentiaire. En fait, nous sommes un acteur de gestion déléguée, puisque depuis les lois Chalandon de 1986-87, une partie d'activité en détention peut être confiée à des gestionnaires privés, donc des gestionnaires délégués. L'administration restant sur le régalien, c'est-à-dire la direction d'établissement, le greffe, donc la mise sous écrou, et la surveillance. Et le reste des services peut être délégué à des prestataires privés sous forme d'appel d'offres. Donc on est un partenaire avec d'autres acteurs depuis plus de 30 ans aux côtés de l'administration pénitentiaire pour faire vivre l'établissement. Donc sur toutes ces commodités, que ce soit la restauration, les cantines, que vous parliez tout à l'heure, la buanderie, l'accueil des familles, le transport des détenus. Et on a aussi un gros volet qui va nous intéresser plus aujourd'hui, qui est le volet réinsertion. Et historiquement, on avait la formation professionnelle et le travail en détention. Donc, qui est un autre système que les concessionnaires classiques, une entreprise qui vient s'implanter dans l'entreprise et faire son activité pour elle. Voilà. Nous, en gestion déléguée, notre mission, c'est d'aller effectivement travailler sur le parcours du détenu depuis sa prise de mise sous écrou, voilà, via les différents acteurs de la prison. Ça peut être les missions locales, le Pôle emploi, voilà, tous les gens de la formation, l'éducation nationale. Et le travail pénitentiaire. Donc le travail pénitentiaire, on a les deux volets sous notre responsabilité, là où on est implanté. Le service général, ce qu'on a vu un petit peu dans le reportage, c'est-à-dire pour aider à la vie d'établissement. Donc ça se caractérise par une prise en charge des personnels détenus volontaires, qu'on appelle auxiliaires. Donc c'est le travail en prison reste sur le volontariat. Et donc à nous, une fois qu'ils sont classés au travail par le directeur d'établissement, de les accueillir dans les différents services, de les former, voilà, et de les faire travailler et progresser au sein du service général de l'établissement. Donc il y a un panel d'activités, on ne va peut-être pas tous les passer en revue, mais voilà, c'est la vie d'un établissement classique en prison. Et à côté de ça, on a le travail pénitentiaire, donc qu'on effectue dans les nouveaux espaces, tels que vous l'avez fait voir sur la dernière diapositive, puisque nous, les établissements que nous gérons ont été construits à partir des années 89-90. Pourquoi ? Puisqu'on a un marché très strict, performantiel, voilà, où on est suivi à la fois sur le qualitatif et le quantitatif. Et pour ça, il nous faut des moyens. Donc bien souvent, les anciens établissements qu'on a vus sur les diapositives ne permettent pas de remplir toutes les conditions nécessaires à l'activité travail notamment. Et donc, nous évoluons dans des établissements construits après les années 90. Juste pour faire simple, et puis après je pense qu'on reprendra un peu le dialogue. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près un tiers des établissements qui sont gérés en gestion déléguée. Voilà. L'autre tiers est ce qu'on appelle la gestion publique, qui sont complètement par l'administration pénitentiaire. Mais la gestion déléguée représente à peu près 50% des personnes incarcérées en France. Voilà. Pour vous dire la différence des tailles d'établissement aussi, les établissements en gestion déléguée sont des établissements généralement un peu plus conséquents, donc 400, 500, 600, 800 places, voire un peu plus. Aujourd'hui, on a Aix-en-Provence qui, 2 établissements, ça fait 1800 places. On a la santé qui, on en parlait ce matin, qui est quand même un très gros établissement. Voilà. Et donc pour GEPSA, on a 27 sites avec la gestion, on a le travail et ça emploie au quotidien entre 1700, alors on va dire une moyenne de 1700 opérateurs au travail en concession, sans le service général, tous les jours. Voilà. Sur l'ensemble du territoire national ? Sur 27 sites sur l'ensemble du territoire national, tout à fait. Merci. On approfondira tout à l'heure avec vous, notamment sur les questions de statut, peut-être, des détenus qui travaillent à l'intérieur de la prison. Je vais passer la parole tout de suite à Anne-Claire Gosselin, qui est la cofondatrice de Marseille Solutions. Vous m'expliquiez que Marseille Solutions, en fait, n'était pas une association qui portait elle-même les projets, mais qui était vraiment une association qui servait de catalyseur dans la conception et la réalisation de projets. En quoi intervenez-vous, justement, dans le domaine de la réinsertion par le travail au niveau des détenus et dans les prisons ? Oui.
Oui, ok, super. Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici, je suis ravie. Donc effectivement, Marseille Solutions, nous, notre métier, c'est de monter des projets à impact social ou environnemental avec des acteurs établis. Donc ça peut être aussi bien dans l'économie circulaire que le domaine de la santé ou l'insertion, et également dans le domaine de la lutte contre la récidive. Alors du coup, si je puis me permettre du coup de vous raconter un peu l'histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. En fait, c'est l'histoire d'un projet qui s'appelle Les Baumés et qu'on n'aurait jamais réussi à monter si on n'avait pas eu des partenaires entreprises qu'on avait été chercher dès le début et qu'on n'avait pas considéré comme des mécènes, mais vraiment comme des alliés. En fait, pour vous dire, l'histoire, elle a commencé il y a 3 ans. Avec la table de Cana. La table de Cana, c'est un traiteur gourmand engagé, donc un traiteur d'insertion, je pense que vous connaissez tous. Et la directrice nous racontait qu'elle avait des problèmes de recrutement. Et nous, on avait identifié un projet absolument génial qui s'appelle The Clink Charity, qui existe à Londres, qui est en fait un restaurant haut de gamme, ouvert au grand public à l'intérieur d'une prison. Et qui fait que vous, comme moi, là, on pourrait être en train d'y manger, on se serait juste inscrit 3 semaines à l'avance, on mangerait avec des fourchettes et des couteaux en bois, mais certes, mais on n'aurait pas cette classe de sécurité, mais on serait vraiment dans un restaurant haut de gamme et on serait servi par des détenus qui, du coup, eux-mêmes se forment au métier de commis de cuisine et au métier du service. Encadrés par des grands chefs. À Londres, oui, on est vraiment sur un restaurant haut de gamme. Et ce projet-là, ils ont quand même 10 ans de recul. Ils ont réussi à avoir de très bons résultats sur la lutte contre la récidive. Aujourd'hui, il en existe 4 à Londres, donc c'est vraiment une formule qui marche. Ils ont un modèle économique autofinancé, donc ils sont autofinancés aux 3/4. On s'est dit, mais c'est une solution qui est assez incroyable pour qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'il ne faudrait pas absolument qu'elle existe en France? Et pourquoi pas à Marseille, et surtout aux Baumettes? On se disait que tout ça était une belle histoire assez symbolique qui nous plaisait bien. Et une fois qu'on avait identifié ce projet, en fait, juste, je rétropédale un tout petit peu, mais parce que ça fait vraiment partie de l'histoire. Avant de viser si haut et d'être si audacieuse, on avait déjà une expérience réussie avec des entreprises, avec des chefs et avec la table de Cana. En fait, on a monté un projet qui s'appelle Des étoiles et des femmes, qui vise des femmes peu ou pas qualifiées et qui leur propose le meilleur, c'est-à-dire le meilleur lycée hôtelier, de faire leur stage chez les plus grands chefs marseillais et de partir aussi avec un accompagnement sur mesure qui est opéré par la table de Cana. Et ce projet, il existe depuis 2015 à Marseille. Aujourd'hui, il existe dans 9 villes en France. Et il a vraiment, du coup, on avait vraiment une belle aventure collective, partagée par tous, une fierté en fait commune. Et cette expérience réussie, elle nous a aussi permis d'aller voir ensuite nos chefs et les entreprises avec qui on avait vécu cette belle aventure en leur disant bon bah on a réussi ça, mais maintenant on va aller viser beaucoup plus haut, embarquez avec nous, voilà, on a identifié ce projet, il est génial, on veut absolument qu'il existe à Marseille. Et en fait ils ont, pour vous dire, hein, il y en a qui nous ont dit non au début et puis le lendemain ils nous ont rappelé en disant si ok, j'ai fait des étoiles et des femmes, je veux bien en être, mais enfin voilà, il y avait une petite réticence quand même, et le fait d'avoir déjà participé avec une première aventure réussie avec nous avait un peu changé la donne. Et comment on a fait? On a été voir du coup l'administration pénitentiaire, et sauf qu'on n'est pas venu seul, on est venu avec 8 entreprises et chefs qui avaient pour mission de dire ok, ils sont sérieux, et 2, on a envie de recruter, on a des besoins de recrutement. Et donc une fois qu'on avait fait cette première démarche, ensuite je vous passe le chemin qui était quand même très tortueux et on nous a dit 1000 fois qu'on n'y arriverait jamais, mais on s'est accroché, on a identifié des personnes ressources au sein de l'administration pénitentiaire qui ont été absolument géniales et sans qui on n'y serait jamais non plus arrivé, et qui nous ont permis quand même de nous accrocher. Et puis à un moment on s'est dit ok, c'est génial, on va y arriver, mais en fait on voit trop grand. Parce que ce projet-là, il est vraiment trop audacieux. Et dans notre méthodologie Marseille Solutions, c'est voir grand, commencer petit, aller vite. Et donc on s'est dit, il manque le commencer petit. Et le commencer petit, en fait, on l'a lancé l'année dernière, du coup. C'est les Baumets Acte 1. C'était un restaurant hors les murs. On a pris une cohorte de 9 détenus qui ont été du coup sélectionnés. On a fait une information collective dans la prison. Les chefs sont venus aussi sélectionner les candidats qui étaient motivés. Et on a du coup lancé un programme de 6 mois de formation avec un stage chez des grands chefs, mais aussi un restaurant qu'ils ont tenu eux-mêmes.
donc en lien avec le formateur, la table de Cana, et où ils ont vraiment tout fait de A à Z, le menu, la carte. Voilà. Donc ils ont vécu aussi cette expérience et cette fierté de pouvoir dire j'ai monté mon propre restaurant. Enfin, il y avait quelque chose quand même d'assez fort qui a bien marché. Et donc malgré toutes les problématiques logistiques que je vous passe évidemment de ce problème, on a eu le même impact que sur des étoiles et des femmes que je trouve hyper intéressant, c'est l'effet déclic. C'est-à-dire que si des étoiles et des femmes marchent, c'est parce que vraiment proposer le meilleur, c'est aussi ouvrir le champ des possibles. Moi, j'ai été marquée par ce qu'on a vu ce matin, et notamment les extraits sur le rêve. Et quand il disait, moi, je sais que j'ai le droit qu'à des métiers basiques. En fait, c'est hyper dur de se dire ça. Et donc, nous, ce qu'on a essayé, ce qu'on essaie de faire avec les Baumets, c'est aussi, et ce qu'on a vécu, notamment dans cette première édition, c'est créer cet effet déclic. C'est qu'en fait, si, moi aussi, je peux avoir le droit à autre chose, et il y a des choses qui sont possibles pour moi. C'est vraiment casser le plafond de verre. Et donc, on a plutôt on a 4 mois de visibilité, donc on va rester très humble sur les résultats, mais en tout cas, à 4 mois, on n'en a aucun qui a récidivé alors qu'il y avait l'été et qu'on est sur des publics multirécidivistes. Ils sont tous remobilisés sur un projet emploi et il y en a la moitié qui sont déjà en poste. Donc bon, après, c'est 4 mois, hein, mais quand même, en tout cas, on a une première expérimentation réussie qui nous a surtout permis de convaincre l'administration pénitentiaire. Et aujourd'hui, on ouvre le Voir Grand, donc le restaurant Les Baumets, donc dans la prison des Baumettes, dans le SAS exactement, au printemps 2020. Là, la construction est en cours, et donc là maintenant, plus personne ne peut reculer, et on est tous à fond pour l'ouverture au printemps 2020. Vous nous parlez d'un projet de resto ouvert au public à l'intérieur de la prison? Absolument. Et en lien avec des résidences du coup de chefs, parce qu'on a un collectif de chefs avec qui on est en train de co-construire la carte et qui vont du coup faire des résidences. Donc on garde vraiment cette dynamique et cette envie d'aller chercher le meilleur pour ceux qui en ont le moins et de créer cet effet déclic. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi le fait, l'acte 1 n'a pas été hyper simple, et l'acte 2... Pardon ? Xavier Gors, voilà, Xavier Gors, hein, qui nous propose une interprétation de votre propos qui est pas mal, quoi. L'entrée d'un grand resto juste à l'entrée de la porte de la prison. Oui, en fait, je vais juste terminer par ça. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté, en fait, on fait venir le dedans, enfin le dehors, dedans. Et en fait, on s'est rendu compte avec l'acte 1, donc le restaurant hors les murs, que c'était quand même assez violent, du coup, de les faire sortir et directement... vraiment hors les murs, et c'est aussi vraiment ça qui nous intéresse dans cette expérimentation sur le ouvrir dans les murs, c'est ça, quoi, le dedans, le dehors dans le dedans. Voilà, et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. On reviendra bien sûr sur cette expérience quand même très singulière. Stéphanie Damas, vous êtes directrice de l'association ADCE 83. Vous êtes dans le Var, à côté de Toulon. Et puis vous avez la particularité de travailler avec des détenus en placement extérieur, en fait. Hein. L'une des seules associations à travailler presque exclusivement sur cette population, sur ce public. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez et quels sont les objectifs qui sont les vôtres. Alors, donc ADCE 83, ça veut dire Association des chantiers extérieurs. Donc c'est un peu, tout à l'heure vous parliez des chantiers extérieurs, donc notre action est un petit peu particulière parce qu'on accueille donc que du public sous main de justice et uniquement en placement à l'extérieur. Le placement à l'extérieur pratiqué, donc je travaille avec le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède, est particulier dans le sens que les détenus sont toujours incarcérés à l'intérieur de l'établissement. Nous les prenons en charge le matin. Ils montent dans nos camions encadrés par des encadrants techniques. Ils vont travailler toute la journée et on va les ramener le soir en détention. Que des hommes? Que des hommes. Il n'y a que du public masculin au centre pénitentiaire. En parallèle donc du travail, qui est notre support de production, c'est les préventions du risque incendie et inondation. Donc les personnes détenues y trouvent un intérêt. Pour eux, c'est vraiment une action citoyenne que d'aller nettoyer les forêts et les cours d'eau, donc pour prévenir donc les incendies, les inondations, qui sont propres à notre département. Donc nous les faisons travailler, et en plus donc il y a un accompagnement social et professionnel qui est mis en place. Donc c'est un accompagnement global. On va vraiment travailler sur l'accès aux droits,
Donc parfois on peut se substituer au SPIP. Ce matin on parlait de pièces d'identité, donc on va également gérer. On va travailler sur l'accès au logement. Donc je travaille en collaboration avec le SIAO. Et donc après tout l'aspect professionnel. On va également... alors, la santé, c'est pas notre métier, mais on peut travailler également avec le service médical à l'intérieur de la détention. C'est vraiment un travail de partenariat avec toutes les personnes qui peuvent intervenir. Donc, ce matin, on parlait aussi du XAPA. On va travailler avec les XAPA, la mission locale, le Pôle emploi. Et bien sûr, après, avec toutes les communes qui vont nous faire confiance et qui vont nous confier des terrains sur lesquels nous allons intervenir. Vous travaillez aussi bien donc avec des entreprises privées de la région qu'avec des collectivités? Le plus gros de notre activité, à 80%, c'est des communes. Et on va travailler avec également des entreprises pour faire de la sous-traitance. Donc essentiellement dans le débroussaillage, mais nous diversifions nos activités parce qu'il y a une baisse des subventions. Donc on va faire de la manutention, des travaux de bricolage et de seconde œuvre. Comment percevez-vous dans les actions que vous menez la relation des personnes qui sont encore sous main de justice, c'est du placement extérieur, leur relation au travail? Alors, pour beaucoup, c'est une première expérience professionnelle. C'est la première fois qu'ils vont signer un contrat de travail. Donc, c'est une certaine forme de reconnaissance aussi que de signer. Je vais les rencontrer en détention dans un premier temps. Je vais leur expliquer le travail, ce qu'on attend d'eux. Et une fois qu'ils sont au travail, je pense qu'ils sont très fiers du travail accompli et ils se découvrent des vocations. Il y en a une personne un jour qui m'a dit mais en fait c'est bien de travailler. Donc on va faire découvrir le travail à beaucoup de personnes et leur faire redécouvrir également et leur montrer qu'ils ont des capacités et qu'ils peuvent tout à fait travailler. Sur des cohortes de combien? En tout, vous avez, je crois, une centaine de personnes, c'est ça? Alors non, sur une année, j'accueille entre 40 et 50 personnes. Et donc l'action existe depuis 2006 et donc ça représente plus de 600 personnes. Merci beaucoup. On reviendra sur votre expérience, mais voilà, c'est vraiment une expérience de terrain qui met en avant aussi le réseau des acteurs régionaux avec lesquels vous travaillez. On verra que le réseau, c'est important et certainement pas Marc Renard qui va dire le contraire, parce que vous êtes vice-président des foyers Mater, administrateur du greffe, vous allez nous expliquer ça, et vous œuvrez depuis longtemps sur la question de la réinsertion des détenus par l'emploi. C'est même devenu une espèce de cause que vous portez de façon vraiment militante. Oui, alors avec deux mots sur la façon dont je suis arrivé sur cette problématique. En fait, j'étais chef d'entreprise et sollicité avec une usine assez importante, donc un bassin d'emploi intéressant. Et j'étais sollicité énormément par les associations de la région lyonnaise pour recevoir des sortants de prison. Alors ce que j'ai fait, parce que la cause me passionnait depuis pas mal de temps, ce que j'ai fait sans plus de préparation que ça. Et là, je me suis aperçu que le désastre était dans la bonne volonté, c'est-à-dire qu'on rencontrait toutes les difficultés que peut rencontrer un sortant de prison, c'est-à-dire que subitement ils se trouvaient dans un environnement qui était d'un inconfort total pour eux, puisque c'était pas leur zone de confort. Contrairement à ce qu'on peut penser, le sortant de prison a beaucoup plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Il faut bien le comprendre, et c'est à partir de ce moment-là, c'est la panique. C'est-à-dire que les comportements qu'ils ont n'étaient pas du tout adaptés au code du travail, c'est-à-dire qu'ils pouvaient arriver en retard, pouvaient s'arrêter, se lever de leur poste. Bref, si un contremaître leur donnait une consigne qui n'était pas un ordre ou n'avait rien de désagréable, ça pouvait monter dans les tours. Enfin bon, ça a tourné au vinaigre très vite. Et j'ai touché du doigt la deuxième limite de l'insertion, c'est que quand la société commence à se braquer, il n'y a plus d'insertion possible. Or, à ce moment-là, le reste du personnel a commencé à se braquer. Donc, j'ai fait machine arrière toute, c'est-à-dire que j'ai réduit le nombre, j'ai nommé des tuteurs, bref.
On a essayé de rétablir la situation. De toute façon, j'étais un peu mal embarqué parce que c'était considéré comme ma danseuse, l'accueil des sortants de prison. Donc, vous voyez, dans une usine un peu importante, ça fait tout de suite désordre. Donc, après, j'ai travaillé sur ces questions-là et en passant beaucoup de temps en prison en tant que visiteur, je commençais à mieux comprendre. Donc, ça, plus des benchmarks avec ce que font des Américains ou ce que j'ai vu au Québec en m'immergeant dans des maisons de transition, a fait qu'on a élaboré un programme qui est complètement différent, qui est un peu à l'envers de ce qui se faisait. Ça consiste à considérer que le travail, et c'est un postulat un peu paradoxal, mais à considérer que le travail est une évidence à partir du moment où la personne s'est reconstruite et s'est réconciliée avec la société. Donc on prend le problème à l'envers. Donc se reconstruire et se réconcilier, ça veut dire qu'on accompagne globalement des gens qui ne sont pas capables de trouver leur chemin dans la société si on ne règle pas tous les problèmes pour eux, au moins au départ. On les accompagne globalement et dans la durée, ça veut dire jusqu'à ce qu'ils soient effectivement autonomes. Donc ça dépasse tout le cadre des durées légales de main de justice et compagnie. Alors je ne vais pas rentrer dans les problèmes de financement que ça pose. Hein. S'il y avait, le SPIP connaît bien ça et donc c'est une autre problématique. Donc ça veut dire global, ça veut dire qu'on s'occupe d'abord d'un logement. Donc c'est un logement en général individuel ou à deux, en habitat éclaté. On a la chance d'être dans le cadre du programme Logement d'abord sur la métropole de Lyon, donc ça nous arrange bien, et d'être largement soutenu par l'abbé Pierre. Donc on a les nombres d'appartements dont on a besoin. Je précise qu'on est pratiquement que on n'accompagne que des gens dans le cadre du placement extérieur pour le moment, hein, ou des aménagements de peine de style sursis de mise à l'épreuve. Donc cette partie-là est la plus importante. Très immédiatement, on s'occupe de la santé parce que le médecin des prisons le signalait ce matin, mais ceux qu'on nous envoie ont tous, enfin 90% des problématiques. Alors c'est les addictions, ou c'est des maladies pas soignées, ou bien pire, des problèmes psychiatriques qui, grâce au secret médical, ne sont évidemment pas dits. Donc on se trouve avec des bombes à retardement dont on ne sait que faire au bout de quelque temps et qui mettent en danger carrément la structure. Donc ce problème, on a mis 3 ans à le régler. On a enfin des liens maintenant avec le gros service psychiatrique de la région lyonnaise, avec la façon que j'indique qu'on a eu de contourner le secret médical en travaillant avec le psychiatre responsable, consiste à dire on veut pas savoir quel est le diagnostic médical. On veut simplement savoir si on peut ou on ne peut pas prendre en charge cette personne. C'est simple, mais on ne l'obtenait pas. J'ajoute, alors je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais j'ajoute qu'à Lyon, la plupart des SPIP dans les différentes prisons n'étaient pas du tout au courant de l'état psychiatrique des gens qui nous confiaient. Ce n'était pas de la mauvaise intention du SPIP. Bon, donc ça maintenant on l'a réglé et on traite immédiatement derrière tout ce qui concerne la reconstruction personnelle. Alors la baseline de notre association, qui est très justice restaurative, hein, c'est réconcilier. Réconcilier, ça veut dire retisser les liens avec soi-même et avec la société. Tant que c'est pas fait, ça sert à rien de se précipiter sur les choses suivantes. Mais alors, excusez-moi, ça c'est une démarche que vous opérez de votre propre initiative? Ah oui, bien sûr, oui. Vous dites bien sûr comme si c'était une évidence, mais je veux dire, le travail avec les psychiatres, avec les solutions d'hébergement que vous trouvez, l'accompagnement social, c'est vous qui portez effectivement ce parcours global de la personne? Oui, bien sûr, parce qu'on s'est appuyé sur tous les réseaux lyonnais, sur toutes les assos qu'on pouvait utiliser pour ça. Mais si on ne le fait pas nous-mêmes, ça ne vient pas tout seul. Hein. Donc, y a vraiment... enfin, moi, je n'ai pas trouvé d'autres solutions, sinon on était plantés. La partie reconstruction personnelle, donc celle-ci, elle est très importante, avec un travail sur la confiance en soi, la confiance en l'autre, la gestion des émotions, retrouver des codes qui ne soient pas les codes de la prison ou des équipes de banlieue. C'est pas évident, parce que rien que les attitudes corporelles sont parfois intimidantes. On a du personnel qui s'il n'est pas très formé, peut être déstabilisé. Donc tout ça, et puis ensuite l'emploi, je dirais que c'est très facile une fois que la personne est reconstruite. C'est facile en plus parce que nous, on est sur notre bassin. Donc on a toutes les relations qu'il faut et on se trouve dans une région, Lyon, où il y a une vieille tradition de patronat social. Alors après, on prend le mot très mal parfois, mais qui s'agite beaucoup pour trouver des solutions, et ça va crescendo. Donc vraiment, j'insiste sur la façon dont on a inversé les choses.
Je ne dis pas que ça donne que des bons résultats, parce que tout le monde l'a dit, les parcours sont cahotants. Donc on a des gens qui, très curieusement, alors le dernier obstacle, je m'arrêterai là, c'est la sortie. La sortie, quand vous avez rétabli quelqu'un, il faut trouver le juste moment où vous allez lui demander de sortir du nid. Parce qu'il a retrouvé un confort, et il est bien. Et on en a deux qui, la veille de leur installation dans un appartement qu'on leur avait trouvé, qui était le leur à leur nom avec un boulot, ont fait une connerie mineure. Quelqu'un a parlé très justement de la comparution immédiate, deux comparutions immédiates, sans qu'on soit prévenu, comme ils avaient des casiers vachement bien fournis, ils avaient du matériel, 10 mois supplémentaires, 2 ans de boulot qu'on avait passé, qui ont été écroulés sans même qu'on soit concerté, quoi. Donc, mais voilà, c'est toute la difficulté qu'on rencontre à tous les divers stades. Donc vraiment, tout est dans cette relation très individuelle de gens qui ont envie, puisqu'ils sont venus chez nous, mais qui ont vraiment des obstacles personnels énormes à franchir pour se débarrasser de leurs peurs, de leurs habitudes. Vous diriez que depuis que vous avez commencé cette action, l'état d'esprit des entrepreneurs de la région que vous connaissez a vraiment changé à cet égard? Parce que souvent, ce qui bloque, c'est ça, c'est les représentations mentales qu'on a. Je suis très optimiste, moi. C'est de par nature, sinon je crois que je n'aurais jamais accroché ce programme. Non, ça bouge vraiment. Alors, on n'a pas peut-être la masse des entrepreneurs, mais ceux qui y vont, ils vont très fort. Et du coup, la spirale devient très vertueuse parce qu'ils accueillent des gens, les cadres qui sont là voient que finalement ce ne sont pas des monstres qui sont autour d'eux. Et du coup, on a le double effet, la personne s'apaise et la société s'ouvre davantage. Il y a une très belle initiative qui a été prise par Alain Mérieux il n'y a pas très longtemps, là ça démarre juste, qui s'appelle l'entreprise des possibles, qui consiste à rameuter, il n'y a pas d'autre mot, les plus grosses entreprises de la région lyonnaise pour offrir à des associations comme nous soit du mécénat de compétences, soit de l'argent, soit de l'espace. C'est pour dire que vraiment il y a un mouvement sur Lyon. Je ne suis pas en train de faire la promotion de Lyon, c'est pas ça, mais... Et vous diriez aujourd'hui quel est le bilan que vous tirez de cette expérience? On sait combien, on va y revenir, mais combien tout ça est fragile. On disait encore tout à l'heure, ça tient à un fil. Mais effectivement, et quand ce fil est cassé, il faut tout recommencer presque à zéro. Quel bilan on peut tirer d'une expérience comme la vôtre? Alors, 2 bilans. Le premier, c'est ce qui a été dit par le directeur du SPIP ce matin. C'est que, moi j'ai une expérience ancienne de visiteur, donc ça fait 15-20 ans que je fréquente ce genre de public, mais ça a changé. En 20 ans, ça a changé terriblement. C'est des populations qui sont beaucoup plus compliquées et qui ont été durablement détruites. Je veux dire, la plupart ont des parcours assez incroyables depuis l'enfance. Donc depuis l'enfance, ils ont des parcours très dégradés. Donc vous imaginez qu'on ne peut pas restaurer en quelques mois ce qui a été détruit pendant 10, 12, 15 ans. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut du temps, il faut être patient. Non, il faut être très, très, très patient. Il faut admettre l'échec. On l'a dit ce matin très largement. Et la deuxième chose, c'est que si on s'en occupe, ça fonctionne. Mais patience et surtout temps. Derrière, après, il y a toutes les corollaires et les conséquences financières. C'est un autre sujet. Alors, j'y reviens quand même parce que ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que vous êtes, vous, à l'initiative de ça, de la mise en réseau des acteurs qui peuvent faciliter l'insertion et la réinsertion. Le réseau, encore le réseau. C'est ça, de façon... Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai toujours travaillé comme ça dans le milieu professionnel. On n'a pas l'habitude de faire ces boulons quand on fait des machines. Donc, on va chercher des sous-traitants. Là, c'est la même chose. Le logement, c'est pas la peine d'aller inventer comment gérer des logements quand vous avez des régies d'immeubles, quand Habitat Humanisme vous propose sa régie, etc. etc. Sur la santé, on ne va pas inventer non plus un service médical dans notre système. On est allé chercher, on a trouvé cette porte sur la psychiatrie, mais on en a trouvé une autre sur la médecine générale, et ainsi de suite. Et puis sur la partie emploi, moi je suis administrateur du GREP, c'est eux qui m'avaient contacté. Oui, qui est un groupement d'entreprises qui s'occupe spécifiquement de la remise à l'emploi. Donc le GREP m'avait suffisamment sollicité, donc je leur ai demandé de me renvoyer la balle et de s'occuper de la mise à l'emploi de nos compagnons quand ils arrivent au bout, quoi. Mais la mise en réseau, elle est fondamentale, pour plein de raisons.
Sur Lyon, il y a plusieurs associations qui font des choses qui nous ressemblent. Mais par exemple, on a des partenariats avec l'ASVEL ou Lyon ou l'OL ou l'Institut Lumière, où on nous demande que nos compagnons deviennent bénévoles à leur tour. Et ce qui est très intéressant comme démarche. Hein. Mais bon, là, il faut une cohorte, il faut quand même qu'on puisse mettre une dizaine ou une vingtaine de personnes quand il s'agit d'aller distribuer des clap-clap là, ou des t-shirts à l'entrée d'un match de foot ou aller installer une grande séance du Festival Lumière. Et là, on ne les a pas, donc on se met à plusieurs assos et on propose ça. Donc, à tout point de vue, il faut travailler en réseau et de plus en plus. Stéphanie Dana, j'ai envie de vous demander, pour vous aussi, la première condition, c'est cette condition empirique de travailler en réseau avec des acteurs de terrain que vous sollicitez. On n'a pas le choix. On ne peut pas rentrer en détention seul. On est obligé nécessairement que de travailler avec la totalité des acteurs qui interviennent en détention. Le SPIP dégage du temps pour... aujourd'hui, c'est 2 personnes qui ont en charge les placements à l'extérieur. Donc, du coup, il y a des relations vraiment privilégiées entre les CPIP et moi-même et le reste de mon équipe. C'est indispensable. Nécessairement, on va s'appeler tous les jours, on va vraiment construire le parcours de la personne ensemble. Et bien sûr, après tous les autres acteurs que je citais tout à l'heure, l'EXAPA, le service médical, la mission locale, le Pôle emploi, pour ceux qui interviennent à l'intérieur, mais on amène aussi les personnes sur l'extérieur. Les accompagnements professionnels se font uniquement à l'extérieur de l'établissement. C'est un choix de ma part, voilà, justement pour avoir accès à Internet, parce que les personnes détenues savent très bien utiliser tous les réseaux sociaux, mais pas forcément se connecter à leur espace personnel de la CAF, de Pôle emploi, etc. Donc voilà, on va leur apprendre la base. Et donc voilà, utiliser tous les outils à l'extérieur. C'est leur moment privilégié. Quels sont les freins qui persistent encore aujourd'hui et qu'il faudrait lever pour faciliter encore la réinsertion par l'emploi de ces personnes ? Alors déjà, les freins, ils vont surgir lors du placement à l'extérieur. On va s'apercevoir, et la personne surtout va s'apercevoir qu'elle n'est peut-être pas prête à travailler tout de suite. Tout à l'heure, on parlait d'échec. Pour moi, l'échec fait partie de la mesure, intégralement. On va Il faut accepter ça, hein, a priori que ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, que l'échec peut faire partie de la démarche de projet, en l'occurrence. Totalement. Après, moi je l'ai intégré, hein, ça fait 13 ans que je travaille avec l'administration pénitentiaire. Pour moi, l'échec fait partie de la mesure et puis du coup, on va pouvoir travailler dessus et faire avancer la personne. Peut-être trouver d'autres pistes. L'emploi n'est pas forcément la solution. Pour beaucoup, oui, mais pour certains, non, ça ne va pas être la solution. Quel est le bilan, même question, que vous tirez de cette expérience ? Parce qu'au fond, l'intitulé de cette table ronde, c'est comment favoriser l'emploi pour lutter ou réduire la récidive. Est-ce qu'on sait à peu près dans le suivi des personnes comment ça se passe, si ce sont des personnes qui récidivent ou pas ? Est-ce que vous avez une vue là-dessus ? Alors, moi, je ne peux pas mesurer la récidive. Je rentre régulièrement au centre pénitentiaire, donc du coup... je suis connue et reconnue et puis surtout je sais, on va m'interpeller en me disant monsieur est revenu, etc. Mais je n'aurai pas de chiffres. En revanche, un des chiffres importants, l'année dernière, nous avons eu 64% de taux de retour, de taux de sortie positive au regard des statistiques demandées par la directe, donc en termes d'emploi, de formation. Et puis après, ça peut être l'accès au logement également. Donc je pense que c'est un chiffre qui est intéressant et qui prouve que l'accompagnement global est vraiment important et qu'on ne peut pas rester juste dans notre rôle de travailler sur l'emploi que de mettre les personnes à l'emploi. Anne-Claire Gosselin, au risque de me répéter, mais encore une fois, dans quelle direction travailler pour débloquer les verrous et faire en sorte que cette réinsertion se passe mieux vers l'emploi ? Moi, je rejoins Stéphanie Damas sur la partie accompagnement sur mesure et global.
Et je pense que accepter aussi le temps long, ça me semble essentiel, puisque effectivement, on le voit surtout sur des publics multirécidivistes. On est sur des thématiques qui sont, et des problèmes qui sont là depuis des années, même si on est sur des publics jeunes. Après, pour débloquer les verrous, au risque de me répéter, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aussi à être assez audacieux dans les partenariats qu'on peut aller chercher, dans les entreprises qu'on peut aller mobiliser pour faire la différence et effectivement créer cet effet déclic qui va aussi enclencher un cercle vertueux dans cette démarche de l'emploi. Donc je dirais qu'il faut, il faut vraiment... tout est possible quelque part. Il faut aussi réussir à diffuser... C'est-à-dire que ce que nous, on a essayé de faire, cette manière dont on s'est dit il faut absolument que ce projet existe, on essaie aussi d'insuffler cette confiance, et on l'a vu dans la première expérimentation, les Baumets, c'est surtout la table de Cana, mais de vraiment être aussi dans cette confiance, de la transmettre aux personnes avec qui, aux détenus, de dire c'est possible pour vous de monter un restaurant, oui, c'est possible pour vous qu'on vous regarde autrement en fait. Et de travailler aussi, c'était marrant, l'exposé de notre historienne était hyper intéressant et je trouve que ça en dit long aussi sur le chemin qu'on a à faire pour essayer peut-être justement de regarder, de changer le regard. Et changer le regard, ça peut aussi passer par ce qui peut paraître un peu, quelque part, comment dire, un peu la cerise sur le gâteau. Je sais bien que c'est pas parce qu'on va monter un restaurant haut de gamme qu'on va changer voilà, la seule chose que je veux... La lime n'est pas un outil de cuisine. Je prétends pas, avec notre expérience, en tout cas ce que notre expérience montre, pour moi, pour débloquer les verrous, déjà, il faut créer des alliances un peu inédites et que l'expérience de cette alliance entre Marseille Solutions, l'administration pénitentiaire, les entreprises et la table de Cana a permis et permettent d'apporter des solutions adaptées. Nous, Marseille Solutions, on travaille aussi maintenant sur d'autres sujets et pas que dans la gastronomie sur la problématique de lutte contre la récidive. Et qu'il faut aussi, c'est cette ouverture qui peut permettre aussi d'apporter peut-être des solutions un peu nouvelles qui peuvent permettre de changer ce regard. Olivier Froger, on disait tout à l'heure autour de cette table que l'une des difficultés, c'était qu'on enfermait, c'est le cas de le dire, les détenus dans des catégories de travail au fond très peu qualifiées, qu'il fallait valoriser les métiers, notamment les métiers de l'informatique, parce qu'il y a quand même là effectivement un problème d'évolution où on voit que les métiers qui sont souvent proposés aux détenus, c'est des métiers avec peu de qualifications et l'accès aux nouvelles technologies est souvent quand même très très restreint. Oui, alors c'est un vrai sujet. C'est vrai que si on reprend un petit peu ce qui a été dit ce matin, l'occupationnel, qui était une des missions à une époque du travail, malheureusement existe encore aujourd'hui, puisque quand on associe ce que vous disiez tout à l'heure, des gens qui n'ont jamais travaillé, voire leurs parents n'ont pas connu non plus des situations de travail. Donc cette notion, cette valeur, elle est chez eux pas perçue. Donc c'est juste un constat, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est vrai que du coup, il faut être en capacité de pouvoir leur proposer quelque chose qui va les mettre sur la voie de ce travail. Lorsque nous, on a nos missions d'aller chercher du travail à l'extérieur via des entreprises, une entreprise, donc déjà, il faut la convaincre d'aller confier du travail à des opérateurs détenus, puisque c'est quelque chose de pas forcément naturel. Souvent, on nous dit, bah oui, mais il faut pas trop que ça se sache parce que vont penser nos clients, que vont penser nos salariés. Donc il y a tout un travail, on les accompagne en disant qu'il y a, voilà, c'est dans le cadre du RSE qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et de valeurs à travers cette activité. Mais c'est vrai que l'entreprise, on entend souvent dire oui, c'est une question de coût. Non, le coût pour une entreprise, bien sûr que c'est un élément, mais c'est pas la principale volonté de confier du travail à des détenus, puisque en fait on est consommateurs tous, et ce qu'on veut quand on achète quelque chose, c'est qu'il soit de qualité. C'est-à-dire que l'entreprise qui va confier un travail à n'importe quel sous-traitant, elle attend en premier lieu que ce travail soit conforme à ce qu'elle demande, voilà, et qu'on lui redonne le travail qu'il nous a confié dans un délai qui lui permet, elle, d'assouvir son carnet de commandes.
Et effectivement, après, peut intervenir le prix. Donc, quand on a ces conditions-là qui sont réunies, effectivement, on peut amener du travail en détention. Ce travail en détention, lorsque nous, on a des ateliers qui représentent entre 60 et 120 personnes au travail tous les jours, dans des espaces tels qu'on a vu, mais qui restent quand même un petit peu exigus. Même si on parlait de conception, il y a eu un gros travail de fait sur les espaces de travail, mais absolument pas sur les espaces logistiques. C'est-à-dire qu'en prison, il faut amener le travail, il faut le stocker à un moment donné, puis l'emmener dans les ateliers de travail, puis le restocker quelque part avant qu'il reparte vers l'extérieur. Puisque la meilleure façon de sortir de prison, c'est quand même pas la porte. Et donc, il y a des effets de ça sécuritaires pour dire qu'effectivement, tout travail fait dans la journée ne sortira pas dans la journée. Bon, voilà, des choses classiques. Donc, souvent, on a un peu ces contraintes-là. Et c'est vrai que si on veut réinsérer ces personnes par le travail, on ne peut pas toujours confier du travail qualitatif dès les premiers emplois. C'est-à-dire qu'il faut que la personne s'inscrive dans une démarche volontaire. Souvent, elle va être sur des tâches, on va dire, plutôt basiques, donc voilà, certains emplois occupationnels, mais il y a comme des entreprises qui ont ces activités à nous confier. Et puis après, on va essayer de les monter en qualification par la formation, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences, qui ont une envie. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, pour revenir sur le champ du numérique, on a un vrai décalage. Un vrai décalage parce qu'on a vraiment du potentiel avec des entreprises dans le numérique. Nous, on a des expérimentations, parce que ça reste vraiment dans cette notion-là, où il faut monter des dossiers très compliqués, sécuriser des liaisons informatiques très très compliquées, qu'on essaye de nous tester régulièrement pour savoir s'il n'y a pas une fuite possible et autres. Alors qu'à l'extérieur, c'est déjà un marché d'emploi potentiel. Dans le monde du numérique, en général, il y a des emplois. Et il y a beaucoup d'applications où ça ne nécessite pas avoir accès à des données confidentielles, quoi. Mais aujourd'hui, ce lien informatique n'est pas facile à mettre en détention parce qu'effectivement, on doit ne pas communiquer avec l'extérieur. Et l'informatique... Bravo. C'est vrai. Et c'est là un petit peu où on est en décalage avec ce travail numérique. Et puis avec d'autres emplois un peu plus qualifiés aussi, on peut être en décalage parce qu'aujourd'hui, rentrer des machines... Alors, moi, j'étais très satisfait de voir les équipements qu'il y avait au 19e siècle. Mais aujourd'hui, la capacité d'une machine à travailler, c'est pas 5 heures de travail par jour, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui pourrait nous confier aussi des activités, le temps d'ouverture d'un atelier, alors même s'il est de 6 heures en moyenne, globalement le travail effectif avec, on donne les outils, on ramasse les outils, on fait tous les contrôles, c'est entre 4h30 et 5h. Et donc ça limite aussi le champ du possible sur certaines activités. Voilà. Donc il y a une volonté de développer le travail dans les ateliers. Voilà, ça c'est clair. Pour moi, c'est un vecteur très important. Et nous, on essaye aussi de l'accompagner avec du dedans-dehors, parce qu'on est acteur depuis longtemps et on sait très bien que s'il n'y a pas ce lien-là, il faut donner du sens aussi. Pourquoi on commence à travailler dedans? Parce que dehors, il y a des perspectives. Et donc, on a monté différents projets, dont un où on a vu des personnes là dans la salle, et c'est réjouissant, qui ont commencé un programme dans le dedans, en lien avec donc une structure SIAE, qui intervenait depuis l'intérieur de la prison, donc c'est ARES, on peut les citer, qui continue avec le suivi avec le dehors, et donc c'était avec le SPIP 77, et donc et derrière, voilà, on a des gens qui sont aujourd'hui qui ont continué le parcours et qui ont aujourd'hui un emploi. Donc voilà, je pense que si on veut vraiment, je dirais, améliorer cette condition, c'est vraiment lier les acteurs du dedans avec le dehors. Voilà, parce que c'est deux métiers différents. C'est-à-dire que moi, je suis incapable, dans nos compétences, de pouvoir faire quoi que ce soit sur le dehors. Si, je peux mettre mon réseau d'entreprises avec qui on travaille, puisqu'on a à peu près 500 clients actifs sur le territoire. Mais voilà, après, toutes les structures de logement, d'accompagnement, ce n'est pas notre compétence. Par contre, le travail aussi à l'intérieur, c'est une compétence à développer qui n'est pas si facile que ça à appréhender, du vu du contexte pénitentiaire. Marc Renard, vous vouliez réagir? Oui, en fait, simplement sur le fait quand on parle de mise à l'emploi, on imagine que ce sont les grandes structures qui sont les plus attrayantes pour employer des sortants de prison. C'est paradoxal aussi, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités de postes dans les grandes structures. Mais la vertu de l'artisanat ou des TPE
est vraiment le meilleur endroit, avec les vertus du compagnonnage, pour accueillir des sortants de prison. Alors c'est moins facile, sauf que les chambres de métier s'y intéressent de plus en plus. Et vraiment, je recommande de s'adresser à ce genre de... Parce que si vous avez quelqu'un qui travaille dans une toute petite structure avec 3 ou 4 personnes, c'est beaucoup plus facile. Il y a une relation de confiance qui s'instaure plus facilement. Et puis la deuxième chose que je voulais ajouter, donc ce matin on parlait des relations avec le SPIP. Moi, j'ai qu'à me louer des relations que l'on a avec le SPIP, qui nous confie des nouveaux projets, qui travaillent en interaction. On a une transparence totale, c'est-à-dire qu'on a mis au point un système informatique qui renseigne en permanence sur le tracé des compagnons. Et ce système informatique, on peut l'ouvrir à tout moment au SPIP, et le CIP et le CPIP est complètement rassuré sur la vertu. La grosse difficulté que l'on a et qui ferait sauter des verrous, c'est qu'entre le moment où on nous signale que quelqu'un pourrait être relevé d'un placement extérieur et où on le rencontre 1 fois, 2 fois, 3 fois pour lui présenter le programme et voir s'il a vraiment envie et puis s'il pourra accepter les conditions qu'on lui donnera. Et le moment où il sort réellement, il peut se passer 3-4 mois. 3-4 mois, c'est quand tout va bien. Ça peut parfois être un peu plus long. C'est pas la faute du SPIP, c'est la faute de l'interface SPIP-JAP. Après, je ne sais pas trop ce qui se passe derrière, mais c'est très compliqué. Et pendant ce temps-là, on ne fait rien. Alors, je veux bien qu'on ne puisse pas réformer les systèmes de fonctionnement de la justice et autres, etc. Ce n'est pas ça mon propos. C'est qu'on parle tous du dedans-dehors. Nous, on est en train d'essayer de mettre en place, mais ça, il faudrait qu'on nous le facilite, que l'on puisse commencer le travail dedans. C'est-à-dire que ces 4 mois qui sont une catastrophe, parce qu'on a éveillé le gars, on a soulevé le désespoir, et il se demande... Derrière, il se désespère. Et c'est long, 4 mois en prison, à mon avis, à attendre tous les matins qu'on vous dise « Tiens, le JAP va examiner ton dossier. » Donc là, il y a vraiment, si vous pouviez nous aider à débloquer ce genre de situation, ce serait merveilleux. Et là, on gagnerait du temps. Caroline Sopelsa, comment réagissez-vous aux propos qui viennent d'être tenus? On voit que ça évolue quand même pas mal, notamment dans l'organisation du travail à l'extérieur, des parcours de projets professionnels comme ça pour les détenus. Ça veut dire que l'organisation du travail dont vous nous avez parlé à l'intérieur des prisons, historiquement, c'est un modèle qui est obsolète maintenant, qui est fini ou qui va continuer dans le temps et qui va continuer d'évoluer vers d'autres modalités? C'est une question difficile que vous me posez là. Disons qu'avant de répondre à votre question sur le travail à l'extérieur des murs, j'ai été frappée donc, de l'expérience très intéressante du restaurant à l'intérieur de la détention. Et ça m'évoque en fait le projet initial de Jérémy Bentham, encore ce fameux panoptique. Vous savez que c'est une idée de transparence et d'optique, c'est-à-dire qu'on surveille le détenu, mais il y a aussi une idée de rendre la prison transparente pour la société. Et là, c'est vrai qu'il faudrait revenir aux idées philanthropiques du XVIIIe siècle, qui sous-tendent la prison pénale, qui est vue comme un progrès, rappelons-le. Et l'idée de Bentham, c'est que la société civile, à tout moment, puisse pénétrer en prison pour constater ce qui s'y passe. Et je pense que Bentham n'aurait pas été choqué de cette initiative du restaurant. Voilà, ça c'était un lien qui me paraissait intéressant. Pour ce qui est de l'avenir à l'extérieur des murs, alors ça, je pense que ça a été bien souligné, faire rentrer des matières, des savoir-faire, des machines, des hommes, des camions en détention, c'est compliqué. L'administration pénitentiaire a quand même du mal à revenir en arrière sur les dispositifs de sécurité. Au contraire, c'est plutôt une longue histoire d'ajout de clauses. Donc ça, c'est vraiment une contrainte très importante pour les gens qui donnent du travail aux détenus en détention. C'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur certaines initiatives qui sont à la fois très connues et peu connues, c'est-à-dire vous avez sans doute entendu parler de Casa Bianda en Corse par exemple, qui est une manière de concevoir un enfermement très ouvert, bon, lié à des activités agricoles. Est-ce que effectivement c'est en lien vraiment avec la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui? Ça reste à voir, mais cette idée d'une ouverture, j'ai découvert que dans un établissement donc, de la Réunion à la Plaine des Galets, dans les années 70, c'était un petit peu le même principe d'établissement ouvert. J'ai rencontré récemment le directeur qui croit beaucoup à une réflexion sur ce type d'établissement pour d'autres métiers éventuellement, mais quelque chose de plus ouvert et surtout quelque chose qui met l'accent sur le type de population concernée. Et le retour sur expérience par rapport aux nouveaux établissements qui ont été construits ces dernières années, c'est que certes on a des établissements qui sont différents, maisons d'arrêt, centres de détention, hommes, femmes,
mais qui sont quand même rassemblés au même endroit. Ce qui fait qu'on évoquait cette idée de la porte unique qu'on doit passer. Ça place l'ensemble des détenus sous le même régime de sécurité qui est donc aligné sur le régime le plus haut. Et du coup, cette idée de repartir sur des idées de petites structures indépendantes, elle est à creuser et ça facilitera sans doute les rapports avec la société civile et l'emploi à l'extérieur. Olivier Froget, je reviens vers vous pour que d'un mot, vous vous exprimiez sur... Tout à l'heure, vous nous disiez la motivation principale des employeurs, c'est pas le salaire. Les détenus sont, de fait, aujourd'hui, c'est la réalité, moins payés que les salariés ordinaires. Et quel est leur statut ? Donc aujourd'hui, leur statut, donc ils ne sont pas sur le droit du Code du travail, ils sont sur le droit pénal. Voilà, donc il y a donc un acte d'engagement qui est on va dire une forme de contrat de travail, mais à l'intérieur de l'établissement. Donc il y a quand même une forme d'engagement avec des droits et des devoirs. Et donc il y a un système de rémunération fixé par l'administration pénitentiaire, alors qui est différent. On parlait tout à l'heure du travail aux services généraux. Donc là, effectivement, il y a des classes il y a 3 classes avec des systèmes de rémunération horaire ou à la journée en fonction des postes, qui sont fixés par l'administration pénitentiaire et qui est calqué sur le SMIC extérieur, mais avec un pourcentage d'application. Et idem à l'intérieur des concessions ou des ateliers où on emploie, où en fait, aujourd'hui, la règle est de 45% du SMIC extérieur. Voilà. Donc ça, c'est le salaire minimum qui est préconisé. Et après, dans les pratiques, il y a différentes formes d'ajustement par rapport à ce salaire. Voilà, c'est, je pense, un secret pour personne, puisqu'il y a des gens qui sont effectivement rémunérés sur une base horaire de présence, voilà, sur des métiers plutôt qualitatifs, on va dire, et là ça pose aucun souci. Et puis on a des travaux, on va dire, et des exécutions plutôt productives. Et effectivement, là, vu que le but aussi est de réinsérer par le travail, on accepte, mais ça c'est le jeu et une de nos missions, de prendre des gens qui sont très très loin de l'emploi quelquefois. On parlait de gens qui étaient sous addiction. Régulièrement dans nos ateliers, on a des gens qui sont obligés de s'absenter le matin pour aller consulter l'UXA, pour prendre les prises de médicaments, voilà, pour différentes choses, et qui peuvent revenir ou pas revenir, ou qui peuvent revenir un petit peu diminuer, voilà, où il y a des gens aussi qui ne sont pas du tout réguliers dans leur façon d'approcher le travail. Et effectivement, là, on est plutôt sur une rémunération à la production faite, voilà, qui est basé en accord, en tripartite avec l'administration. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille normalement, ce n'est pas des cadences infernales, loin de là. Un exemple très, très simple, généralement, une estimation de cadence de faite par une entreprise de productivité, nous, on la diminue systématiquement à minimum de 20%. Voilà, parce qu'on sait très bien que dans la prison, on n'est pas dans un système... voilà, la personne, elle ne travaille pas pour l'entreprise, elle travaille d'abord pour soi, elle vient pour soi, elle vient quelquefois au départ pour d'autres raisons que le travail, c'est à nous de l'intéresser par le travail. Voilà. Et donc ça, c'est un système aussi qui existe dans les ateliers, tout à fait. Merci beaucoup.